Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une histoire qui prouve que parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre sa vie et de laisser le karma faire son travail. C'est l'histoire d'un type qui s'est fait plaquer pour quelqu'un de plus riche, qui n'a ni supplié ni couru après son ex, et qui a vu cette dernière revenir en rampant 2 ans plus tard, une fois son entreprise devenue millionnaire. Voyons comment le fait de rester calme et concentré peut complètement changer la donne face à quelqu'un qui pensait que vous n'étiez pas assez bien pour lui. Quand Manon m'a annoncé qu'on serait le mieux comme amis et qu'elle a franchi le pas de la porte avec sa valise, je n'ai pas supplié. Je n'ai pas discuté. J'ai juste dit « d'accord » et je l'ai regardée partir. Elle est restée plantée là pendant 10 bonnes secondes, s'attendant clairement à ce que je m'effondre, que je la retienne, que je promette de changer. Mais je suis simplement retourné à mon ordinateur portable, comme si elle m'avait juste dit qu'elle partait faire des courses au Monoprix. 2 ans plus tard, mon entreprise vaut des millions, et elle m'appelle sans arrêt, se pointe aux endroits où je vais, racontant à qui veut l'entendre que nous avons fait une terrible erreur et qu'elle n'a jamais cessé de m'aimer. Le truc, c'est que je l'ai traitée exactement comme une amie après son départ. Et aujourd'hui, cette amitié est bien la dernière chose qu'elle souhaite. Laissez-moi revenir en arrière pour vous expliquer comment on en est arrivé là. Manon et moi sommes sortis ensemble pendant 3 ans, et nous avons vécu ensemble les 18 derniers mois dans un T3 correct à Paris. Je travaillais comme chef de projet digital, gagnant environ 45 000 € par an. Un salaire correct, stable, rien de fou, mais confortable. Manon travaillait à temps partiel dans une boutique de mode dans le Marais, gagnant peut-être 18 000 €, et elle parlait tout le temps de suivre des formations pour faire évoluer sa carrière, même si je ne l'ai jamais vue en terminer une seule. Je conduisais une Peugeot 308 de 2018, je payais la plupart des factures et je passais mes soirées après le boulot à monter une activité de conseil en parallèle parce que je voulais plus de la vie qu'un simple salaire fixe. Manon aimait les belles choses, les brunchs hors de prix, les sacs de créateurs pour lesquels elle économisait. Les week-ends à Deauville ou en Normandie, ça ne me dérangeait pas d'en payer la majeure partie parce que je pensais qu'on construisait quelque chose ensemble. Les problèmes ont commencé doucement, le genre de choses qu'on remarque mais dont on se dit qu'on surréagit. Elle rentrait de soirée networking à 23 h en sentant un parfum pour homme qui n'était définitivement pas le mien. Et quand je demandais comment ça s'était passé, elle se mettait sur la défensive et me disait que j'étais paranoïaque. Elle a commencé à parler de plus en plus des hommes d'affaires qu'elle rencontrait à ces événements, de leurs grosses voitures de luxe, de comment ils savaient vraiment investir sur eux-mêmes. Mon pote Marc m'avait prévenu assez tôt. Il me disait des trucs du genre, mec, elle fait son marché et t'es juste sa roue de secours en attendant qu'elle trouve mieux. Mais j'ai balayé ça du revers de la main parce que je l'aimais et je pensais qu'elle m'aimait en retour. Je faisais des journées de 12 à 14 heures entre mon boulot et mon business pour essayer de bâtir quelque chose de concret, et elle se plaignait que je n'étais pas assez présent ou que je travaillais tout le temps, alors même que l'argent que je gagnais finançait le train de vie qu'elle voulait. Puis est arrivée la soirée où tout a basculé, et honnêtement, j'aurais dû le voir venir. Je suis rentré vers 20 h après un appel client, j'avais pris un traiteur taille sur le chemin parce que je savais qu'elle aimait ça, et je l'ai trouvée assise à la table de la cuisine avec cette étrange énergie formelle, comme si elle avait répété quelque chose. Elle avait les mains croisées. Son expression était grave. Et je savais avant même qu'elle ouvre la bouche que c'était prémédité. Elle a commencé par « Lucas, il faut qu'on parle ». J'ai posé les plats et je me suis assis en face d'elle. Elle s'est lancée dans un grand discours expliquant qu'elle avait beaucoup réfléchi et qu'elle sentait qu'on attendait des choses différentes de la vie. Elle a dit que j'étais quelqu'un de sûr et stable, mais qu'elle avait besoin de quelqu'un qui soit à la hauteur de son ambition et qui puisse lui offrir le style de vie qu'elle méritait sans qu'elle ait à se soucier de l'argent. Puis est arrivée la phrase que je n'oublierai jamais. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Je pense qu'on serait mieux comme amis ». Comme si elle me faisait une faveur. Je suis resté assis une seconde à assimiler ce qu'elle venait de dire. Et j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû me frapper des mois plus tôt. Elle ne me quittait pas parce qu'on était incompatibles. Elle me quittait parce qu'elle avait trouvé quelqu'un avec plus d'argent et essayait de rendre ça noble. J'aurais pu argumenter, j'aurais pu lui demander de reconsidérer, j'aurais pu promettre de travailler moins ou de gagner plus, ou tout ce qu'elle voulait entendre. Mais au lieu de ça, j'ai juste dit « D'accord, si c'est ce que tu veux ». Elle a cligné des yeux comme si je venais de parler chinois, et j'ai vu son visage passer du sérieux à la confusion, puis presque à la colère. Elle s'attendait clairement à ce que je me batte pour elle, que je m'effondre, que je lui offre ce moment dramatique de cinéma où le type réalise ce qu'il perd et la supplie de rester. Au lieu de ça, je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide pour faire ses valises ou si elle avait un endroit où aller ce soir,
tout à fait calme, comme si on discutait d'un projet pro. Elle m'a dit qu'elle irait chez une copine et qu'elle repasserait chercher ses affaires le week-end. J'ai dit que c'était très bien. Que je ferais en sorte de ne pas être là pour qu'elle puisse prendre ce dont elle avait besoin sans que ce soit gênant. La confusion sur son visage s'est transformée en autre chose. Peut-être de la frustration, peut-être de la déception, je ne sais pas. Mais elle a attrapé sa valise déjà prête dans la chambre et est partie sans un autre mot. Je suis resté assis dans l'appartement silencieux, le pad thai refroidissant sur la table. Et au lieu de me sentir triste, j'ai ressenti cet étrange sentiment de soulagement, comme si je portais un poids dont je n'avais pas conscience jusqu'à ce qu'il disparaisse. Ce soir-là, j'ai ouvert un fichier Excel et j'ai calculé exactement combien d'argent je dépensais pour elle chaque mois. Loyer, nourriture, sorties, voyages, tout. Ça revenait à environ 1200 € qui resteraient désormais dans ma poche. De l'argent que je pourrais réinvestir dans mon entreprise. Le lendemain matin, je me suis réveillé et je suis allé travailler comme si de rien n'était, parce qu'honnêtement, rien n'avait vraiment changé, sauf que je n'avais plus à faire semblant. Marc m'a appelé vers midi pour prendre des nouvelles, et je lui ai dit que j'allais bien, ce qui a semblé le perturber plus qu'autre chose. Il s'attendait à ce que je pète les plombs, que je débarque chez lui ivre et en colère, mais ça n'est jamais arrivé. Au lieu de ça, je me suis jeté dans le travail, à la fois mon job salarié et mon activité de conseil. Et en 2 semaines, j'ai décroché mon premier gros client, un projet à 12 000 € sur lequel il aurait été impossible de me concentrer si Manon avait encore été là à exiger mon attention. Je me souviens d'être assis à mon bureau après avoir conclu ce contrat, regardant le document, et pensant que la perdre pourrait bien être la meilleure décision financière de ma vie, même si je ne l'avais pas prise exprès. Elle m'a envoyé quelques SMS durant ces premières semaines pour me demander comment j'allais, disant qu'elle espérait qu'on puisse toujours être amis comme elle l'avait suggéré. J'ai gardé mes réponses courtes et polies. La façon dont on répondrait à un collègue qu'on connaît à peine. Ça va bien. J'espère que toi aussi, c'était le maximum qu'elle obtenait. Et je voyais bien, à sa façon d'essayer de prolonger les conversations, que ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait non plus. Marc me montrait parfois son Instagram, des photos d'elle dans des restaurants chics, des sacs de marque, le bras d'un nouveau mec autour de ses épaules sur une photo sur 3, affichant clairement sa nouvelle vie surclassée. Je ne la suivais plus. Je ne vérifiais pas son profil. Je m'en fichais parce que j'étais trop occupé à construire quelque chose de vrai, quelque chose qui était à moi, quelque chose que personne ne pourrait m'enlever en décidant que je n'étais pas assez ambitieux. Cette première partie montre quelque chose de crucial. Quand quelqu'un vous montre qu'il valorise l'argent plus que la connexion humaine, croyez-le dès la première fois. La réaction calme de Lucas n'était pas un jeu. C'était la reconnaissance que sa valeur n'était pas sujette à débat, et cette clarté l'a libéré pour construire quelque chose au lieu d'essayer de faire ses preuves à quelqu'un qui avait déjà décroché. La première fois que j'ai vu la nouvelle vie de Manon sur Instagram, j'étais assis dans mon bureau à minuit, travaillant sur une proposition commerciale, et Marc m'a envoyé une capture d'écran avec la légende « Mec, regarde ta remplaçante ». C'était elle sur le rooftop d'un restaurant, coupe de champagne à la main, appuyée contre un type en costume sur mesure qui ressemblait au kit parfait du banquier d'affaires, montre de luxe, coiffure impeccable, ce sourire en coin confiant qui hurle j'ai du fric et je veux que vous le sachiez. La légende parlait d'être enfin traité correctement, avec tout un tas de hashtags sur le lifestyle de luxe et la conscience de sa propre valeur. J'ai regardé ça peut-être 5 secondes, j'ai envoyé un pouce levé à Marc, et je suis retourné à ma proposition parce que j'avais une deadline et que ces postes de validation ne payaient pas mes factures. Le gars s'appelait Maxime Delcourt, et je ne le savais que parce que des amis communs ne pouvaient pas s'empêcher de me donner tous les détails que je n'avais jamais demandés. Il avait 32 ans, travaillait en banque d'affaires à la Défense, roulait en BMW M5 et vivait dans un de ces immeubles modernes standing vers Neuilly avec gardien et salle de sport qui coûtaient probablement plus cher par mois que le loyer de la plupart des gens. D'après les rumeurs, ils s'étaient rencontrés à l'un de ces événements de networking dont Manon rentrait tard, ce qui me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur la chronologie de notre rupture. Marc avait cette théorie selon laquelle elle l'avait sécurisé pendant des mois avant de me faire son discours sur le fait de rester amis. Et honnêtement, les calculs étaient bons. Elle ne m'a pas quitté pour ensuite trouver mieux. Elle a trouvé quelqu'un de plus riche et a ensuite fabriqué une raison de partir pour se sentir moins coupable. Ce qui était intéressant, c'était de voir à quelle vitesse son mode de vie a changé. Moins d'1 mois après notre rupture, elle est passée d'un travail à temps partiel en boutique à être pratiquement une influenceuse Instagram à plein temps dont tout le contenu était « Regardez ce truc cher que mon copain m'a offert ».
Manon était passée de partager une entrée au resto à poster des dîners gastronomiques qui coûtaient plus cher que son ancien salaire mensuel. D'économiser pour un sac de marque à avoir une collection qui grandissait chaque semaine, de ma Peugeot au VTC privé. Marc analysait ça comme un consultant financier. Il disait, elle ne paie rien de tout ça. Elle a juste échangé un distributeur automatique contre un plus gros. Et il n'avait pas tort. Elle avait trouvé exactement ce qu'elle disait vouloir, quelqu'un qui pouvait assurer ce train de vie sans qu'elle ait à penser à l'argent. Et d'après ses posts, elle vivait sa meilleure vie. Pendant ce temps, mon activité de conseil décollait d'une manière que je n'avais pas prévue. Ce client à 12 000 € m'a amené 3 autres recommandations. Et soudain, je rentrais 8 000 à 10 000 € par projet en plus de mon salaire. Je faisais des horaires de fou, parfois des journées de 14 heures. Mais la différence, c'est que personne ne se plaignait que je n'étais pas assez présent ou que je privilégiais le travail plutôt que de dépenser de l'argent dans des brunchs hors de prix. J'avais de la liberté pour la première fois depuis des années. La liberté de construire sans que quelqu'un mesure constamment ma valeur par rapport au compte en banque d'autres hommes. Mon appartement restait propre. Mon frigo contenait de la vraie nourriture au lieu de barquettes de traiteur coûteuses. Et ces 1 200 € par mois que je ne dépensais plus pour le style de vie de quelqu'un d'autre allaient directement dans les investissements de l'entreprise et mon épargne. Environ 3 mois après la rupture, Manon a recommencé à me contacter, mais c'était subtil au début. Le genre de choses dont on pourrait presque se convaincre que c'est innocent. Elle m'envoyait des textos tard le soir disant que nos conversations lui manquaient ou elle partageait un souvenir d'un endroit où on allait, avec un « tu te rappelles » attaché. J'ai gardé mes réponses comme au début. Courtes, polies, complètement dénuées d'investissement émotionnel. Oui, c'était sympa, ou j'espère que tu vas bien, et rien de plus. Je n'étais pas méchant. Je n'étais pas froid. Je la traitais simplement exactement comme ce qu'elle avait dit vouloir être, une amie. Et apparemment, ça ne passait pas, parce que les messages devenaient de plus en plus fréquents et plus directs. Puis est venue la nuit où elle m'a appelé à 1 h du matin depuis une boîte de nuit, la musique à fond derrière, les mots légèrement pâteux, me disant qu'elle était sortie avec Maxime, mais qu'elle s'ennuyait et qu'elle n'arrêtait pas de penser à moi. J'étais au lit, en train de dormir correctement pour une fois. Et je me souviens être resté allongé dans le noir à l'écouter divaguer sur à quel point tout était différent maintenant et comment parfois les moments simples qu'on avait lui manquaient. Quand elle a finalement fait une pause pour respirer, je lui ai dit qu'elle devrait probablement retourner vers son rencard et que j'espérais qu'elle passait une bonne soirée. Puis j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Marc a trouvé ça hilarant quand je lui ai raconté le lendemain. Il a dit qu'elle réalisait déjà que l'argent n'achète pas la personnalité et que Maxime devait probablement l'ennuyer à mourir entre 2 transactions. Le vrai tournant s'est produit vers le 6e mois quand j'ai décroché un contrat qui a tout changé. Une entreprise voulait que je gère toute leur stratégie de marketing digital, 70 000 € d'acompte plus des bonus liés à la performance, et ils voulaient discuter d'un contrat à l'année. J'ai démissionné de mon emploi salarié 2 semaines plus tard, j'ai déménagé dans un meilleur appartement, un bel haussmannien dans un quartier plus sympa, et soudain, je n'étais plus le type qui charbonnait dans l'ombre. J'étais le type dont les autres parlaient dans mon secteur. Mes revenus ont pratiquement triplé du jour au lendemain, et pour la première fois depuis la rupture, j'avais vraiment l'impression de construire la vie que j'avais toujours voulu au lieu de simplement survivre et d'essayer de prouver quelque chose à quelqu'un qui s'en foutait. C'est là que Manon a commencé à apparaître aux endroits où j'allais. C'était trop fréquent pour être une coïncidence. J'étais dans un café où je n'étais jamais allé auparavant, et elle entrait 10 minutes plus tard, jouant la surprise de me voir. Ou j'étais à un événement pro, et elle apparaissait avec Maxime, s'assurant de passer me voir et de discuter comme si on était de vieux amis qui prenaient des nouvelles. Elle complimentait ma nouvelle montre, mes nouveaux vêtements, posait des questions sur le boulot d'une manière qui donnait l'impression qu'elle allait à la pêche aux infos sur combien je gagnais. Maxime restait planté là, l'air ennuyé, vérifiant son téléphone pendant qu'elle trouvait des raisons de prolonger la conversation. Et je gardais tout en surface, poli, avant de m'excuser pour aller parler à littéralement n'importe qui d'autre. Marc a commencé à l'appeler la harceleuse financière. Et honnêtement, on n'en était pas loin. L'incident le plus flagrant a été quand elle a découvert dans quelle salle de sport je m'étais inscrit et qu'elle a soudainement pris un abonnement là-bas aussi. Elle se pointait aux heures exactes où je m'entraînais. Je la voyais sur le tapis de course face à la zone de musculation où j'étais, où elle avait comme par hasard besoin d'utiliser la machine juste à côté de la mienne, engageant toujours la conversation sur le fait que c'était fou qu'on se retrouve au même endroit. Après la 3e fois en 1 semaine, j'ai carrément changé de salle, je n'ai dit à personne laquelle,
et j'ai payé plus cher pour un club à l'autre bout de la ville juste pour éviter ce malaise. Quand Marc a demandé pourquoi j'avais changé, je lui ai dit la vérité, elle cherchait la proximité, et je n'avais pas envie d'être le plan B ou la curiosité de qui que ce soit. Ce qui m'a vraiment frappé durant tout ça, c'est à quel point ses motivations devenaient transparentes. Je ne lui manquais pas. C'est cette version de moi qui lui manquait. Je devenais la version qui avait de l'argent et du succès et qui pouvait lui donner la validation qu'elle recherchait sans qu'elle ait à dépendre entièrement de Maxime. J'étais censé rester le type en galère qui travaillait trop et gagnait trop peu, l'option de secours sur qui serait toujours là si les choses ne marchaient pas avec son surclassement. Mais au lieu de ça, je m'étais surclassé moi-même. Et ça ne faisait pas partie de son plan. Elle voulait que je reste bloqué là où elle m'avait laissé pour qu'elle puisse se sentir mieux par rapport à ses choix. Et le fait que je n'étais pas bloqué, que je m'épanouissais sans elle, semblait la déranger plus que tout le reste. Voici le schéma qu'il faut remarquer. Les gens qui vous quittent pour des raisons superficielles reviendront absolument quand ces mêmes critères superficiels tourneront en votre faveur. Le harcèlement à la salle de sport et les rencontres fortuites constantes montrent qu'elle ne s'intéressait pas à lui en tant que personne. Elle suivait sa valeur nette comme un portefeuille d'actions, et cela vous dit tout sur ce que la relation signifiait réellement pour elle. Le matin où Manon s'est présentée à mon appartement avec une valise, je venais de terminer un appel avec des investisseurs qui voulaient injecter de l'argent pour développer mon agence. On parlait d'un deal à 700 000 € qui me permettrait d'embaucher une équipe et d'étendre les opérations au niveau national. J'ai ouvert la porte en m'attendant à une livraison et je l'ai trouvée là, l'air d'avoir pleuré, le maquillage coulé, les cheveux tirés en un chignon désordonné, tenant cette même valise avec laquelle elle était partie 2 ans plus tôt. Elle n'a pas demandé si elle pouvait entrer. Elle a juste commencé à parler, disant que Maxime avait rompu avec elle, qu'il l'avait traitée de fille trop exigeante et coûteuse, et qu'elle avait réalisé qu'elle avait fait une horrible erreur en me quittant. Je suis resté dans l'encadrement de la porte, je ne me suis pas écarté pour la laisser entrer, j'ai juste écouté pendant qu'elle déroulait ce qui ressemblait à un discours répété sur les secondes chances et comment l'argent n'achète pas le bonheur. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir parce que j'avais gardé la croissance de mon entreprise relativement discrète sur les réseaux sociaux, c'est que je n'étais plus la même personne qu'elle avait quittée. Je n'étais plus le type qui gagnait 45 000 par an et qui bûchait sur des projets annexes dans un appart modeste. Je dirigeais une agence dont le chiffre d'affaires allait atteindre 3 millions cette année. Je venais de verser un acompte pour une maison et je voyais quelqu'un de nouveau, une femme nommée Olivia qui dirigeait son propre cabinet de conseil prospère et n'avait pas besoin de moi pour financer son train de vie. Mais Manon opérait encore sur de vieilles informations, pensant toujours que j'étais probablement célibataire et en galère, et que je serais reconnaissant qu'elle revienne. Et je pouvais le voir dans sa façon de parler, comme si elle me faisait une fleur en me donnant une autre chance. J'étais sur le point de lui dire que ce n'était pas le bon moment quand mon téléphone a sonné et j'ai vu que c'était Marc. J'ai répondu là, dans l'encadrement de la porte, pendant qu'elle attendait. Marc m'appelait pour qu'on se voie plus tard afin de fêter l'accord avec les investisseurs. Et il parlait assez fort pour que je sache que Manon pouvait l'entendre parler des 700 000 € et demander si j'avais déjà récupéré la Mercedes ou si je conduisais encore la Peugeot. J'ai vu son visage changer en temps réel. J'ai vu la reconnaissance la frapper, comprenant que quelque chose de fondamental avait changé depuis la dernière fois qu'elle avait vérifié ma vie. Quand j'ai raccroché, elle m'a demandé directement si ce que Marc disait était vrai, si mon entreprise valait vraiment autant maintenant, et je lui ai dit honnêtement que ça marchait bien, mieux que ce que j'avais prévu. L'énergie de la conversation a changé immédiatement, comme si un interrupteur avait basculé dans son cerveau. Soudain, elle n'était plus l'ex-copine désolée cherchant le pardon. Elle vibrait pratiquement d'une énergie maniaque, parlant de comment elle avait toujours cru en moi et comment elle savait que je réussissais, et comment on pourrait être si bien ensemble maintenant qu'on était tous les deux dans une meilleure situation. Elle a commencé à toucher mon bras, à se pencher plus près, disant des choses comme quoi Maxime ne l'avait jamais vraiment comprise comme moi et que l'argent ne comptait plus pour elle parce qu'elle avait appris ce qui était vraiment important. Je suis juste resté là à regarder cette performance, cette transformation complète de triste et désespérée à calculatrice et opportuniste. Et j'ai réalisé qu'elle n'avait rien appris du tout. Elle n'avait pas appris que l'argent ne comptait pas. Elle avait juste appris que j'en avais plus maintenant. Et ça me rendait à nouveau précieux à ses yeux. Je lui ai dit franchement que j'appréciais qu'elle soit passée, mais que je n'étais pas intéressé par l'idée de revisiter notre histoire, que j'avais tourné la page et que j'étais heureux de ma vie actuelle. Elle a essayé d'argumenter, a dit que j'étais injuste, que tout le monde mérite une seconde chance, qu'elle avait changé et mûri et qu'elle n'était plus la même personne qui était partie.
J'ai souligné qu'elle s'était pointée avec une valise le jour même où Maxime l'avait larguée, et que si elle avait vraiment changé, elle m'aurait contacté il y a des mois quand j'étais encore dans mon vieil appartement, et pas juste après avoir découvert mon succès. Elle s'est mise sur la défensive, sa voix montant d'un cran, disant que je déformais les choses, qu'elle tenait vraiment à moi et que ça n'avait rien à voir avec l'argent. Alors, je lui ai demandé directement, si je gagnais encore 45 000 € et que je roulais en Peugeot, est-ce que tu serais là tout de suite avec cette valise? Et elle n'a pas pu répondre, restant juste là à ouvrir et fermer la bouche comme si elle cherchait des mots qui ne prouveraient pas que j'avais raison. C'est là qu'elle a recommencé à pleurer. Mais cette fois, c'était différent, plus de la colère que de la tristesse. Et elle a haussé la voix suffisamment pour que je remarque mon voisin de palier jeter un coup d'œil pour voir ce qui se passait. Elle m'a accusé d'être cruel, d'être rancunier, de ne l'avoir jamais vraiment aimée si je pouvais juste la rejeter comme ça après tout ce qu'on avait vécu ensemble. Je suis resté calme, je lui ai dit que je ne la rejetais pas. Je la traitais simplement exactement comme ce qu'elle avait demandé à être il y a 2 ans, une amie. Et les amis n'emménagent pas ensemble, et les amis ne se remettent pas ensemble après des ruptures foireuses. Elle a carrément ri à ça, un son amer, et a dit que j'étais mesquin et que je regretterais ça quand je réaliserais à quel point une vraie connexion est rare. Je lui ai dit que j'avais trouvé une vraie connexion avec quelqu'un qui n'avait pas besoin que je prouve ma valeur avec un relevé bancaire. Et ça a semblé être la goutte d'eau, car elle a attrapé sa valise et m'a dit que j'avais changé, et pas en bien. Marc est arrivé environ 10 minutes après son départ et je lui ai raconté toute l'histoire pendant qu'on était assis dans mon salon. Il a immédiatement sorti son téléphone et m'a montré qu'il avait en fait enregistré une partie de l'engueulade depuis le couloir parce qu'il était arrivé pile au moment où elle commençait à crier et voulait des preuves au cas où elle essaierait d'inventer une histoire plus tard. On l'a réécouté et c'était presque surréaliste de m'entendre rester complètement calme pendant qu'elle partait en vrille, et Marc n'arrêtait pas de mettre sur pause pour souligner les moments où l'on pouvait l'entendre calculer, ajuster son approche, essayer différents angles pour obtenir la réponse qu'elle voulait. Il a dit que j'avais géré ça parfaitement, que certaines personnes ne vous valorisent que lorsqu'elles pensent que vous êtes précieux pour les autres, et que Manon avait montré exactement qui elle était 2 fois de suite. Une fois quand elle est partie, et une fois quand elle a essayé de revenir. 6 mois plus tard, mon entreprise a atteint 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai emménagé dans ma maison, j'ai pris une Mercedes classe E, et Olivia et moi prévoyons un voyage en Europe ensemble. J'ai entendu par des amis communs que Manon était retournée vivre chez ses parents en banlieue après avoir brûlé le peu d'argent qu'elle avait, qu'elle travaillait dans un centre d'appel et postait des trucs vagues sur les réseaux sociaux à propos de se trouver soi-même et d'apprendre des leçons difficiles. Je ne me suis pas senti mal pour elle, et je ne me suis pas senti vengé. Je me suis juste senti reconnaissant. Reconnaissant qu'elle soit partie quand elle l'a fait. Reconnaissant de ne l'avoir jamais supplié de rester. Reconnaissant que parfois, les poubelles se sortent vraiment toutes seules et vous laissent l'espace pour construire quelque chose de mieux que vous n'auriez jamais pu le faire avec un poids mort qui vous retient. La vraie leçon ici n'est pas la vengeance ou de prouver à quelqu'un qu'il a tort. C'est de comprendre que votre valeur ne diminue pas en fonction de l'incapacité de quelqu'un à la voir. Quand vous vous concentrez sur votre propre construction au lieu de courir après la validation de gens qui vous ont déjà rejeté, vous créez une vie qui attire naturellement les bonnes personnes, et ceux qui sont partis pour les mauvaises raisons deviennent insignifiants. Pas parce que vous êtes amer, mais parce que vous êtes sincèrement passé à quelque chose de mieux.